Bonjour. Député Europe Écologie Les Verts, député européen Europe Écologie Les Verts. Il y a cette question-là qui est en train de monter, à savoir ces agriculteurs qui demandent l'allègement des normes environnementales et à se dire et à se sentir un peu coupables, justement, visés, montrés du doigt parce qu'ils ne respecteraient pas, justement, parce qu'ils ne voudraient pas respecter ces normes environnementales. Vous vous dites, il ne faut pas se tromper d'adversaire, il ne faut pas les mettre en opposition ? Bah oui, d'une part, mais surtout, je dis que c'est quelque chose qui est très ancien. L'attaque de l'écologie, des normes écologiques qui empêcheraient notre agriculture de prospérer. Je veux dire, dans quelques jours, on va fêter, si j'ose dire, les 25 ans de l'occupation du syndicat majoritaire de la FNSEA, du bureau de Dominique Voynet, quand elle était ministre, et ça ne nous rajeunit pas, il y a 25 ans. Donc cette espèce que moi je qualifie de mise en scène, d'opposition entre l'agriculture et l'écologie, c'est très ancien. Et c'est terrible, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans écologie. Et surtout, oui, on se trompe d'adversaire, parce que le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est pas les normes environnementales, c'est les normes du libre-échange. Et ces normes du libre-échange, elles ont été négociées, défendues, signées, avec à la main le syndicat majoritaire aujourd'hui, en tout cas ses dirigeants, de la FNSEA. Donc, on va parler de ces normes de libre-échange, mais quand même, dans les revendications, ne serait-ce que les revendications de la FNSEA, il y a des revendications sur les normes environnementales, pas seulement de libre-échange. Effectivement, le libre-échange, c'est que certains voisins européens, on importerait des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes environnementales, mais ils ont aussi des revendications sur leur propre usage, eux, des phytosanitaires, des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Pourquoi on est... Bon, d'abord, pourquoi on utilise autant de phytosanitaires en général dans l'agriculture? C'est parce qu'il y a des gens pour les vendre. La plus grosse opération boursière en Europe des 20 dernières années, c'est le rachat de Monsanto par Bayer. C'était il y a 3 ans. Donc en aval du modèle agricole dans lequel il y a des gens qui prospèrent sur le fait de vendre des produits phytosanitaires. Ça, c'est l'amont. Et à l'aval, il y a ceux qui aujourd'hui captent la plus-value, que sont les géants de l'agroalimentaire et ceux de la grande distribution. Dans cette opération, les paysans à qui on demande d'appliquer des normes sont pris en sandwich avec une concurrence déloyale venant à cause des traités de libre-échange et des clients qui les pressent parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur le prix des denrées. Mais au-delà, excusez-moi, il y a sur les produits phytosanitaires qui sont utilisés. Hier, il y a 2 jours, on avait quelqu'un de la Confédération paysanne qui nous expliquait qu'ils existaient. C'est-à-dire quand on dit qu'il n'y a pas de produits de substitution, c'est pas entièrement vrai, qu'ils existent, mais qu'ils sont plus chers et qu'en plus ils existent des pratiques agricoles différentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'une jachère, il faut changer de terre régulièrement pour un produit de manière à plus C'est ce que je vous dis. Mais oui, mais c'est pas le libre-échange, le Mercosur par exemple, toutes les clauses miroirs demandées ne sont pas encore. Non, il n'y en a pas, madame. Il y en a pas, madame. C'est ce que Fabienne Keller disait, expliquait hier. Il n'y en a pas. En disant qu'il demandait les mêmes. Non, madame. Vous savez, le Parlement européen vient de valider un accord avec la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas un pays, c'est pas le Mercosur en termes de volume, etc. C'est un problème pour les gens qui élèvent des ovins. Notamment, mais c'est aussi un pays qui utilise des produits qui sont interdits dans l'Union européenne. Qui envoie massivement des laits et des agneaux en Europe. Et par ailleurs, en plus, pour la Nouvelle-Zélande, le truc, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas de prédateurs. Donc, en fait, ça met en plus en concurrence avec les producteurs d'ovins de qualité, puisque c'est plutôt ceux qui sont élevés en alpage et qui ont la question du loup. Donc, en fait, on dit la même chose. Le truc, c'est que le problème de libre-échange, il percute la question du prix. Quand vous faites une alimentation de qualité, une agriculture entre guillemets de qualité, avec les stratégies, les méthodes que décrivent la Confédération paysanne, vous avez un peu moins de rendement. Vous êtes un peu plus cher. Si en plus on vous met en concurrence via des accords de libre-échange et avec un modèle économique extrêmement prédateur, avec notamment ces géants de l'agroalimentaire, vous êtes pris à la gorge. C'est l'essence même de l'Europe que de mettre en place ce libre-échange. Vous dites quoi? Il faut mettre fin au libre-échange? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites. Pas du tout. À l'origine, la politique agricole européenne, c'était pas du tout le libre-échange, c'était la souveraineté alimentaire. C'est très différent. C'était après la guerre de faire en sorte que l'Union européenne soit autonome en matière alimentaire. Quel glissement on a eu! Et ce n'était pas à l'origine. Quel glissement on a eu! On a considéré que pour être dominant, pour être puissant,
Il fallait encourager le libre-échange. Et donc, évidemment, quand vous dites on veut vendre le plus possible nos produits à l'export, et pas seulement nos bons vins de Bordeaux ou de Bourgogne, hein, de façon plus massive, les endroits du monde à qui vous voulez exporter, on n'avait pas besoin de traiter pour vendre notre vin avant. Les gens, ils sont contents de boire du vin français. On a dû accepter, tolérer qu'il y ait une contrepartie. Et c'est là que le nœud se serre autour, du coup, des producteurs. En fait, on a mis en place un système où la valeur ajoutée de l'alimentation de l'agriculture ne va plus aux agriculteurs. Et ça fait 40 ans qu'on met en place ce système. Donc vous attendez quoi des annonces du gouvernement Attal de demain qui mettent fin au libre-échange? Alors non, déjà, ça oui, il faut le faire, mais j'attends pas ça d'eux. Ce qu'ils peuvent faire, c'est que déjà mettre en application ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, ce qu'ils appellent la loi Egalim. La loi Egalim, dans l'esprit... Qui protège les revenus des agriculteurs. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est pas une vraie loi. C'est une invitation à... Tu sais, ce gouvernement, c'est un spécialiste de ça. Bruno Le Maire, il demande poliment aux multinationales, au groupe Avril, pour pas le citer, à Lactalis, est-ce que vous pouvez mieux... Ça marche pas. Il faut obliger. La loi, ça sert à obliger. Et dire maintenant, c'est pas possible. Regardez, on parle de l'inflation. Et la France, vous pensez, peut obliger les industriels, les grands distributeurs à augmenter ses prix? Bien sûr, pourquoi pas? C'est à ça que ça sert la force publique. C'est à ça que ça sert. Sinon, ça sert à ça. Il sert à quoi le gouvernement, l'État? Ça sert à quoi? Si c'est pour laisser le marché courir comme il veut, c'est pas dur. Il y aura plus de paysans. Vous savez, la surface moyenne d'une exploitation en France, c'est une chance, hein. C'est 69 hectares. Elle a augmenté de 20 hectares en 15 ans. Vous savez, l'exploitation moyenne d'un pays, qu'on va peut-être faire rentrer dans l'Europe, d'une exploitation agricole moyenne en Ukraine, c'est 1000 hectares. Quel modèle on veut? Quel modèle on veut? Si on veut défendre nos terroirs, tout ce qu'on adore, à juste titre, l'AOP ou quoi, ça veut dire qu'il faut un modèle qui protège ce modèle. Parce que le modèle dominant, c'est pas celui-là. C'est les fermes-usines. C'est les immeubles comme en Chine avec des milliers de porcs. C'est ça le modèle dominant. On en veut ou on n'en veut pas? Si on n'en veut pas, il faut réguler. Alors, dans l'immédiat, est-ce que vous êtes d'accord avec... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites par les agriculteurs. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, pour une éventuelle pause pour le GNR, donc le gaz... je vais vous dire... Ou est-ce qu'au nom des énergies fossiles qui sont dangereuses pour la planète, vous considérez... Attendez, il y a un débat qui se pose. Est-ce que pour le gasoil non routier, ce qu'on met dans les tracteurs, vous dites, écoute, on peut peut-être... repousser et les aider un petit peu. Ce qu'on met dans les tracteurs, ça se discute. Je souligne quand même que cette augmentation du prix avait été actée par la FNSEA. Non, mais il faut rappeler les choses. Attendez, moi je ne suis pas dans FNSEA versus Confédération paysanne. Non, mais moi j'ai le droit de le dire. Vous avez totalement le droit de dire qu'il y a eu une négociation qui a eu lieu et qu'avec un étalement jusqu'à 2030, un accord avait été obtenu avec la FNSEA qui risque d'être débordée en ce moment, manifestement par ces trous. Et à juste titre, parce que bon, bref. Alors, vous, en tant que vous-même, est-ce que vous considérez qu'on peut faire une pause pour l'usage réellement agricole? Pas pour le transport routier, pas pour le transport... La mesure là qui serait décidée demain, c'est pas la pause, c'est la fiscalité allégée sur le GNR. Oui, c'est ça. C'est monter la fiscalité. Moi, je suis pour la fiscalité carbone le plus possible. Parce que les effets induits par l'usage du carbone coûtent en réalité des milliards. Notamment aux paysans. Pourquoi la lutte commence en Occitanie? C'est la région de France la plus touchée par le changement climatique. Donc si on veut qu'il y ait moins de problèmes de changement climatique, il faut moins utiliser notamment le GNR. Mais ça ne contribue pas à l'opposition entre le monde agricole et le monde écologique. On ne peut pas opposer toujours l'urgent et l'important. Une politique publique, c'est réconcilier l'urgent et l'important. Donc à court terme, pour répondre à votre question, on peut le faire, mais le vrai problème, c'est de payer au juste prix ce que produisent ces agriculteurs, y compris s'ils doivent payer leur carburant plus cher. Donc on en revient toujours à la question du prix. D'accord, mais dans l'immédiat, je vous parlais de l'immédiat, et deuxièmement, quand ils demandent également qu'on ne soit pas sur leur dos, sans interruption avec les normes, notamment pour voir s'ils font ce qu'ils doivent faire en matière écologique, c'est-à-dire, est-ce que là aussi vous pensez qu'on peut un peu desserrer la contrainte? Sur la question, on va reprendre dans un instant, mais sur la question de la discorde entre la FNSEA et ceux sur le terrain, j'aimerais qu'on parte voir tout de suite Jérôme Bail qui est avec nous, éleveur bovin haut-garonnais. C'est vous qui êtes à l'origine du premier barrage autoroutier près de chez vous d'ailleurs, à Carbone. Ça fait maintenant une semaine que ça dure, sans interruption, jour et nuit. Ça va continuer? Mais bien sûr, bonjour à vous déjà, excusez-moi. Et bien sûr que ça va continuer tant qu'on n'a pas les mesures concrètes, tant qu'on n'a pas des réponses à nos revendications et que l'État ne trouve pas des solutions pour que le monde agricole avance et puisse vivre dignement
du travail qu'il effectue tous les jours sur le terrain. Les réponses du gouvernement Attal, elles devraient venir demain. Le Premier ministre les a promis demain. Il voulait un peu concerter, écouter avant. Est-ce qu'elles ont trop tardé pour vous? Mais déjà, il faut voir les réponses qui donnent aux questions qu'on a posées. Parce que moi, vous savez, à l'école, j'ai répondu à des questions et c'était jamais la bonne réponse. Donc ça peut être pareil là. Nous, on attend vraiment des réponses concrètes, précises et avec une visibilité d'avenir sur ces conditions-là, surtout le GNR, le gazole non routier. C'est ça la priorité pour vous, c'est le GNR? Ben, la priorité, bien sûr, c'est national de GNR, parce qu'il ne faut pas oublier que le moindre petit maraîcher qui a 5000 m² de terre ou le gros céréalier qui a 3000 hectares de terre, on va dire, j'imagine, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, tout le monde a besoin du GNR. Donc au moins comme ça, avec la nouvelle mesure que nous on a proposée, tout le monde aura droit à la même détaxation. Ça serait une mesure qui n'irait pas, en tout cas, en accord ou dans le sens de l'urgence climatique. Est-ce que vous les entendez, ces urgences climatiques qu'il faut respecter? Le gouvernement qui se retrouve entre les deux, justement, pouvoir faire baisser les émissions de carbone et en même temps satisfaire vos demandes économiques. Eh bien alors pourquoi? Bien sûr on le reçoit très bien, ce message-là, mais au bout d'un moment, pourquoi on tape toujours sur les agriculteurs? On n'a qu'à taxer le kérosène, on n'a qu'à taxer tous les avions qui rentrent en France et qui polluent la France. N'oubliez pas que pendant l'épisode Covid, les agriculteurs, on était sur le terrain, on a continué à travailler pour nourrir la population, on était avec nos tracteurs et la pollution a diminué de 40%. Donc c'est pas peut-être que les agriculteurs qui polluent aussi. Vous êtes devenu, Jérôme Bail, la figure de cette contestation sur le terrain, notamment là où vous êtes. Vous êtes concerté, vous n'envisagez pas de lever le camp, vous nous l'avez dit. En quoi cette mobilisation-là est inédite? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à perdre? Pourquoi aujourd'hui? Mais concerté, bien sûr que si, j'ai été concerté. Donc j'ai eu Arnaud Rousseau au téléphone plusieurs fois. On a beaucoup échangé parce qu'au bout d'un moment, ils ont oublié la base. Il paraît que vous lui avez dit, toi tu restes à Paris, nous on s'occupe du terrain. Mais bien sûr, vous savez, dans le sport, on ne peut pas être partout. Et là, c'est pareil, lui, il avait un match à gagner à Paris avec M. Attal dans les discussions. Et nous, sur le terrain, on était capable de le gérer tout seul. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous expliquer à nous comment on fait la cuisine, comment on gère des troupes, comment on ménage des troupes et comment on met de la discipline. Lui, il s'occupe de défendre la profession agricole et moi, je m'occupe de la mobilisation chez moi. Et c'est peut-être comme ça qu'on gagnera, parce que si moi, je montais à Paris, je déstabilisais mes troupes. Mais lui, s'il descendait ici, il aurait peut-être donné un point de confiance un peu plus élevé au gouvernement. Voilà, on est chacun de notre côté. On est là pour travailler main dans la main. On est là pour trouver des solutions, tous. On voit la difficulté de certains exploitants aujourd'hui à trouver des repreneurs. Vous-même, vous avez un parcours cabossé. Vous connaissez bien le malaise des agriculteurs pour l'avoir vous-même connu. En 2011, vous êtes écrasé par votre tracteur. Vous en ressortez avec de multiples fractures au bassin, des cervicales abîmées, la jambe cassée, le foie éclaté. En 2015, 4 ans plus tard, votre père, lui, se donne la mort sur l'exploitation parce qu'il n'en pouvait plus. Des mesures, des normes à appliquer, c'est ça? Ben, bien sûr, c'est un tout. On avait eu une crise bovine, la FCO, la fièvre catarrhale ovine qui touchait les bovins. Sur les deux dernières années, au lieu d'avoir 110 ou 120 veaux, naissance, il n'en a eu que 40 ou 50. Et bien sûr, les charges sont toujours les mêmes. Une vache, si elle produit pas, elle mange quand même. Il faut la nourrir, il faut faire du foin, il faut faire du stock. Donc on a les mêmes dépenses, mais on n'a pas d'entrée. Et au bout d'un moment, les trésoreries sont vides. Et voilà, le cercle infernal se met en route et on arrive au drame, voilà, en sachant que mon père venait de prendre la retraite et il a travaillé, il a cotisé 42, 43 ans et on lui propose 697 € de retraite le premier mois. Donc c'est un tout qui a fait que ça s'est mal terminé et moi je veux plus que ça se reproduise. Je veux plus que ça se reproduise parce que au bout d'un moment, on est la seule profession où c'est que on nous tape toujours dessus parce qu'on est peut-être les plus petits et qu'on est en bas d'échelle.
et qu'avant, c'était complètement le contraire. L'agriculteur et l'agriculture avaient une place importante dans la société. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, nous, on se bat aujourd'hui justement pour ça et pour remettre une place forte de l'agriculture haute-garonnaise, régionale et française au sein de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Bail qui est donc devenu l'une des figures de ce mouvement sur le terrain. On l'a entendu, une volonté d'avoir aussi de la considération. Sophie Neumeyer, on l'a entendu, ils sont décidés, déterminés à ne pas lever le camp. Et les services de renseignement, les services généraux dont vous avez des informations, eux vous disent qu'ils commencent à s'inquiéter des débordements possibles que cela pourrait provoquer. Ouais, effectivement, les services de renseignement, dans une note qui est datée d'hier, expliquent que faute de réponses concrètes, rapides, perceptibles de la part du gouvernement, les syndicats risquent d'être débordés par leur base et ils précisent même le type d'action auquel on pourrait s'attendre, déversement de cargaisons de produits étrangers. Ça a eu lieu ce matin, notamment sur l'autoroute A7, blocage de super et hypermarchés, on l'a vu aussi, mais cette fois avec risque de destruction de produits, voire même de pillage de magasins. Les syndicats qui sont même déjà en ce moment, débordés. Voilà, exactement. En direct à Toulon, dans le Var. Tout à fait. Et des syndicats qui sont même déjà débordés à certains endroits, selon les renseignements, qui prennent en exemple cette action de blocage sur la rocade bordelaise, au cours de laquelle des coups ont été échangés entre un responsable de la FNSEA et des jeunes agriculteurs non syndiqués au sujet d'une opération escargot qu'ils comptaient mener, et opération escargot qui a finalement bien eu lieu. En parallèle, le ministère de l'Intérieur, lui, a demandé au préfet de ne pas mettre de l'huile sur le feu, des consignes envoyées leur demandant d'appeler les forces de l'ordre à la modération, de n'autoriser les effectifs de maintien de l'ordre à n'intervenir qu'en tout dernier recours aux abords des bâtiments publics, uniquement si l'intégrité d'une personne est menacée ou en cas de grave dégradation. Merci beaucoup Sophie. David Cormand, on le voit, il y a des tensions qui montent sur le terrain, des populations qui ne se comprennent pas. Et on a entendu cet agriculteur Jérôme Bail qui le dit, on a l'impression que c'est toujours sur nous qu'on tape, nous, parce qu'on est petits. Oui, ça c'est la question, qui est une expression que j'aime bien utiliser, qui est du contribuable captif. C'est qu'en fait, on a une fiscalité aujourd'hui qui s'abat de plus en plus sur celles et ceux qui ne peuvent pas échapper à l'impôt. Par contre, vous avez d'autres gens qui, eux, organisent, mais légalement quasiment, le fait d'échapper à l'impôt. Et c'est super l'exemple, l'exemple qu'il donne sur pourquoi c'est nous et pas le kérosène. Vous savez qu'on ne fiscalise pas le kérosène. Le kérosène en lui-même est un carburant qui n'est pas fiscalisé. Pardon, c'est le carburant plutôt des riches. Qui prend l'avion? Je ne crois pas que ce soit les agricultrices et les agriculteurs. Ils n'ont pas trop le temps de le faire. Ce n'est pas les pauvres. C'est 10% des plus riches qui prennent l'avion. Pourquoi on ne fiscalise pas le kérosène? Ça, c'est des demandes, notamment que les écolos font depuis des années. Et le transport aérien n'est pas tout à fait pour rien dans les causes du réchauffement climatique. Et par ailleurs, on parlait des normes. Tout à l'heure, vous me demandiez sur la question des normes. Quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que quand vous faites des normes, pour qu'elles fonctionnent bien, il faut les accompagner. Et pendant des années, il y avait des services de l'État dans notre pays qui accompagnaient notamment le monde agricole. Et quand il y avait des nouvelles normes, vous aviez des fonctionnaires de l'État calés dans les fermes, qui rencontraient les organisations agricoles, ils disaient « Voilà, c'est quoi les spécificités de votre exploitation, comment on met en œuvre ?» On a supprimé ces postes-là. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion du terrain et de Paris? C'est pas le truc, parce qu'on caricature, c'est pas un truc, c'est qu'en fait, il a été décidé qu'avoir trop de services déconcentrés de l'État, ça ne servait pas à grand-chose. Avoir des services publics de qualité, de gens formés pour accompagner nos territoires, ça ne valait pas grand-chose. Et du coup, on a uniquement un traitement, j'ai envie de dire, punitif, avec les satellites qui passent ou quoi, mais pas d'accompagnement. Quand vous faites une nouvelle règle, il faut deux choses. Un accompagnement technique pour bien le faire, et de l'argent, et un financement de ces changements de méthode. Or, la PAC, qui est le navire amiral de la politique budgétaire européenne en général, et en agriculture, c'est 40% du budget de l'Europe, n'est pas du tout calibrée pour ça. La PAC, elle n'est pas calibrée pour accompagner les agriculteurs vers de nouvelles pratiques. Elle arrose là où c'est déjà humide. Elle renforce ceux qui sont déjà gros. C'est absurde. Merci beaucoup. Vous ne croyez pas quand même qu'elle pourrait s'alléger? Quand on voit certaines normes, je ne parle pas des haies, où on nous a fait la démonstration des haies, où manifestement il y avait 40, on n'a pas le droit de les tailler quand il y a un oiseau. Vous ne trouvez pas quand même qu'on devrait tous s'y mettre, y compris les écologistes, pour essayer de simplifier? Moi, j'en ai marre. Je vais vous dire, sincèrement... Vous en avez marre de quoi? Mais de ce discours-là. Parce qu'en fait, on prend le petit... Je vous pose une question qui est tenue. Excusez-moi, oui, mais ça, je vous l'ai dit, ça fait 30 ans qu'on met le petit bout de la lorgnette sur vous croyez vraiment que c'est parce qu'on ne peut pas tailler une haie à ce moment-là? Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y a des subventions à l'hectare. Donc quand vous êtes agriculteur, vous l'aimez votre haie.
Vous avez paysan, pays, paysage. Donc en fait, vous l'aimez votre haie. Sauf que vous êtes payé si vous exploitez là où il y a la haie. Donc qu'est-ce que vous faites à un moment? Vous la rasez parce que vous voulez que sur ces mètres carrés-là, toucher l'aide. Et ça, c'est quoi? C'est pas à cause de l'agriculteur. C'est notre fonctionnement. Nous, on est pour financer ce qu'on appelle l'aide à la nature. C'est-à-dire que quand vous participez à l'aide à la biodiversité, en tant que paysan, vous devez être financé pour ça. Vous devez avoir de l'argent public pour ça. On paye des gens pour aménager les parcs publics. Pourquoi on n'aide pas les paysans quand ils font cet effort-là? C'est pour ça que le problème, c'est pas la norme. Et d'ailleurs, par ailleurs, les normes écologiques, 90% des normes écologiques, on devrait les appeler des normes sanitaires. C'est pas des normes écologiques, c'est des normes sanitaires. Merci beaucoup, David Cormand, député